Bonjour. Merci bien aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité par rapport à cette thématique. Alors certes, une thématique qui est intéressante et pour laquelle, eh bien, effectivement, quand la demande m'a été posée, j'étais un petit peu en difficulté parce que je me posais la question et je me demandais bien ce que j'allais pouvoir dire. Et j'ai essayé de reprendre et d'aller voir un certain nombre d'ouvrages pour les enfants et essayer de m'interroger par rapport à cette question. Alors en effet, je vais positionner mon propos sur le fait que dès son plus jeune âge, eh bien, l'enfant exprime et expérimente sur le monde pour le découvrir, le construire et le comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, propre à tous les enfants et c'est quelque chose qui, selon moi, c'est quelque chose à entretenir plus qu'à essayer de solliciter, c'est maintenir quelque part dans la tête de l'enfant son esprit de découverte et de construction. Alors par rapport à ça, c'est très progressivement que l'enfant va comprendre les choses et il va passer d'une pensée qui est syncrétique à une pensée qui est logique. L'enfant, le jeune enfant ne pense pas nécessairement comme nous et il est vraiment sur un mode de pensée qui est très confus. Si j'essaie de regarder, quand on dialogue avec un enfant relativement jeune, un enfant de 5 ans, on constate très rapidement ce type de pensée basée sur la confusion. Par exemple, si on lui dit qu'est-ce que c'est que la pluie c'est du vent. Alors la pluie et le vent c'est pareil? Non. Qu'est-ce que c'est que la pluie? La pluie c'est quand il fait du tonnerre. Le vent, qu'est-ce que c'est? C'est de la pluie. Alors c'est la même chose? Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? C'est le vent. Qu'est-ce que le vent? C'est du ciel. Et là, on voit que l'enfant, petit, eh bien, est dans un monde de pensée qui est syncrétique, qui est complexe, qui est confus, et il va devoir progressivement rentrer dans quelque chose, et il va rentrer progressivement dans une forme de pensée qui est une forme de pensée logique. Bien évidemment, il y a différentes étapes, et au cours de son développement, l'enfant va passer par trois grandes étapes, trois formes d'intelligence différentes. Il y a beaucoup d'étapes, on peut décliner de manière très très fine, mais les grandes étapes, c'est il va passer dans un premier temps à une forme d'intelligence qui est une intelligence sensorimotrice, basée sur la sensorimotricité. Ensuite, il va aller vers une forme d'intelligence qu'on va appeler une intelligence opératoire concrète, qui est une autre forme d'intelligence et qui montre comment l'enfant construit ses connaissances pour aller ultérieurement vers une forme d'intelligence qu'on va appeler une intelligence opératoire formelle. Donc globalement, ça va se construire progressivement. Donc sur la période de 0 à 2 ans, une forme d'intelligence va se construire, qui va trouver son apogée à 2 ans. Puis une autre forme opératoire concrète va se construire et va trouver son apogée à 12 ans, fin de l'enfance. Et enfin, le début de l'adolescence, on va mettre en place une nouvelle forme d'intelligence que je vais essayer de décliner et de voir comment le livre, dans ce cheminement, il va pouvoir avoir un impact. Alors pour l'intelligence sensorimotrice, l'enfant, bien dans un premier temps, c'est par intérêt pour les stimulations qu'elles vont produire que l'enfant va répéter une même action. Quand on voit un enfant, eh bien, il y a quelque chose qui est répétitif et il y a, par intérêt pour une stimulation, il répète une action et on voit c'est quelque chose qui est très répétitif et qui caractérise le fonctionnement de l'enfant. Et ça va lui permettre de découvrir son environnement proximal et les grandes lois qui le gouvernent. Alors en effet, si on regarde, alors je ne vais pas prendre 50 exemples, mais un exemple assez prégnant, si on regarde un enfant, et vous avez peut-être tous eu cette expérience, il est à table, il est sur un moment où il est en train de manger, et il y a un élément qui tombe, il y a quelque chose qui tombe, une petite cuillère. Si vous lui reposez la petite cuillère sur la table, eh bien il va la reprendre et il va la lâcher. Puis vous la reposez, il la prend et il la lâche de plus en plus haut. Et il regarde, qu'est-ce qui se passe? Il regarde l'effet produit. Et ça peut se répéter assez longuement. Et plus on lui donne, bon, généralement, ça énerve l'interlocuteur, qui, dans un geste, va mettre la petite cuillère dans l'évier et on va passer à autre chose. Mais globalement, eh bien, cet enfant, par son intérêt pour une stimulation, il va répéter une même action et il va comprendre des lois qui sont des lois de la physique et qui sont les lois que tout objet lâché tombe. Et naturellement, eh bien on sait et on vit tous avec cette idée selon laquelle un objet lâché tombe.
Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, tous les enfants que je connais, au moins, eh bien, à un moment donné, quand il y a un élément qui ne va pas dans ce sens-là, le ballon de baudruche, ils l'aiment tous. Pourquoi? Parce que quand on le lâche, il peut monter. Et donc, il défie la connaissance que lui avait, ce qui crée un conflit dans sa tête et qui va faire que. Bien évidemment, il faut accéder à la pensée formelle pour arriver à expliciter la chose. Mais tous les enfants du monde savent exactement l'effet de la pesanteur et l'effet de la pesanteur sur les objets. Ça, c'est une forme d'intelligence sensorimotrice que l'enfant va construire. Ensuite, il va passer à une intelligence opératoire concrète. Et là, vous voyez bien que c'est une période du développement qui est très longue et au cours de laquelle eh bien, l'enfant va expérimenter et il va expérimenter sur les objets. Et ça va l'amener à comprendre un certain nombre de règles qu'on doit savoir et que l'on sait, nous, par exemple, des choses qui sont de l'ordre de la réversibilité. On sait que si on fait quelque chose dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens. On peut accéder à la réversibilité. Et l'enfant, avec ses manipulations, va comprendre progressivement que les choses peuvent être réversibles. Il va également intégrer des choses qui sont de l'ordre de l'inclusion. L'inclusion, il va rentrer dans une logique de classe. Ceux qui travaillent avec les enfants savent qu'il y a des tas d'ouvrages, il y a des tas de choses qui montrent que l'enfant rentre dans une logique d'inclusion. Le jeu du loto, tout bête, c'est l'enfant rentre dans une sorte de logique d'inclusion. On rentre dans une... Les choses, elles peuvent être incluses. La marguerite est inclue parmi les fleurs, etc. Et on peut imaginer des tas de choses. L'inclusion étant une règle que l'on comprend et à laquelle l'enfant doit accéder. On va également accéder à des choses telles que la symétrie. Tout ce qui est de l'ordre de la symétrie, les objets, etc. Et on voit quand on regarde avec les enfants, la symétrie, mon père, il est plus grand que le tien, etc. Ils vont toujours être dans des exemples où ils vont travailler cette asymétrie et comprendre des éléments qui sont de l'ordre de la symétrie. Ils vont également comprendre des éléments tels que la transitivité. Et c'est très progressivement que l'enfant va rentrer dans ces mécanismes opératoires. Donc, c'est des opérations qu'il va pouvoir faire. Et ces opérations, au bout d'un moment, eh bien, elles vont se mettre à fonctionner en réseau. Et c'est ce réseau qui va permettre à l'enfant de comprendre le monde dans lequel il est et comprendre de plus en plus finement le monde dans lequel il est. Alors, cet ensemble-là, eh bien, on va l'appeler, nous, une structure opératoire concrète. C'est-à-dire que l'enfant, il va vers des choses qui sont de l'ordre de structures opératoires concrètes et qui vont lui permettre de comprendre le monde matériel concret dans lequel il est. Donc quelque part, il va construire ça dans sa tête et il va arriver à construire intellectuellement des choses qui vont lui permettre de comprendre les choses. D'accord? Donc on sait à l'heure actuelle qu'il y a possiblement, alors bien évidemment ce n'est pas comme ça, mais on a un substrat neuroanatomique de ce genre de fonctionnement. Globalement, par rapport à ça, eh bien, ça va lui permettre d'accéder à des choses qui sont beaucoup plus complexes, puisque ce sont des choses qui n'ont plus de réalité matérielle, alors qu'elles ont une réalité. Par exemple, le nombre. Alors là, on dit, c'est le concept de nombre, c'est la numération. Le nombre est un objet complexe, puisque par sa valeur ordinale et cardinale, déjà 2, ça peut être 2, mais 2, ça peut être 1, etc. Le deuxième, c'est un objet qui est en deuxième position. Et donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Et pour arriver à comprendre ces mécanismes-là, il faut des structures opératoires complexes. Et puis, il va pouvoir accéder à la notion du temps et de la temporalité. Et vous allez voir que progressivement, il va accéder aussi à la notion d'espace et la spatialité. Qui dit le temps et l'espace, eh bien, dit à un moment donné la causalité. Si vous regardez avec des enfants, à partir de quel moment ils peuvent vous expliquer la succession des choses dans une logique, eh bien, c'est au bout d'un moment. Des fois, vous allez avec un enfant voir un film, il est passionné par le film, vous voyez qu'il vit le film, et puis quand vous lui demandez de raconter l'histoire du film, vous êtes désespéré parce qu'il vous le raconte complètement dans le désordre. Il ne raconte pas dans le désordre, le début pour lui, c'est ce qui l'a le plus touché émotionnellement. Puis il va expliquer avec de moins en moins émotionnel. Alors que vous avez un enchaînement logique dans votre tête. Et vous allez faire cet enchaînement. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont faire que l'enfant il va pouvoir accéder à la compréhension des mécanismes de plus en plus complexes.
Globalement, par rapport à ça, on va considérer que c'est l'expérience de l'enfant, l'expérience qu'il va avoir, qui va lui permettre de construire un certain nombre de modules qui vont lui permettre de comprendre le monde extérieur. Ça va lui permettre de structurer ses connaissances, de construire ses connaissances, et il va avoir la possibilité, à ce moment-là, on va considérer qu'il va mettre en place une structure opératoire formelle. Pourquoi c'est formel? Parce que le processus peut aller dans l'autre sens. À partir du moment où il va mettre en place ces mécanismes opératoires formels, eh bien, ça va lui permettre de construire une connaissance du monde qui est beaucoup plus complexe que celle qu'il voit, et ça va lui permettre d'interpréter la réalité comme un cas particulier des possibles. Et donc on va aller dans un sens descendant où l'enfant va interpréter la réalité comme un cas particulier des possibles. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il a la possibilité de construire un grand nombre de possibles et ça va lui permettre d'expliquer ce qui se passe. Globalement, il rentre dans une démarche hypothético-déductive, qui est la démarche qui est de l'esprit scientifique, et c'est la démarche du chercheur. Donc tous les enfants, à un moment donné, ils vont aller vers la compréhension de cette démarche hypothético-déductive et la possibilité d'utiliser cette démarche. Globalement, c'est long cheminement, donc va se faire comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'au moment où on est dans l'intelligence opératoire formelle, on n'est plus au niveau sensorimoteur. Bien évidemment, ce sont des formes d'intelligence qui se cumulent. Le livre est un élément essentiel de ce long cheminement et de cette belle trajectoire qu'est le développement. Et là, le livre combine le génie créateur des auteurs et le sens de l'esthétique. Donc j'ai pris quelques exemples, il y a plein d'exemples, il y a énormément d'ouvrages, et ça va cumuler, combiner cet esprit-là avec l'envie de découvrir de l'enfant et de l'adolescent, l'envie d'apprendre, le plaisir qu'il a de comprendre et son appétence permanente pour la connaissance. Alors parmi ces ouvrages, eh bien, il y a des tas d'ouvrages qui sont très sympathiques, qu'on peut voir, et c'est vrai qu'on voit à ce moment-là, quand on regarde, et je me suis amusé, je suis allé voir dans une librairie, et j'ai regardé beaucoup de livres, etc., et on voit comment les auteurs, ils s'approprient cette connaissance intuitive du développement de l'enfant pour la mettre en lumière et voir comment ils construisent un certain nombre d'ouvrages qui sont éminemment sympathiques. Et je vous conseille d'aller voir et regarder par curiosité ces ouvrages qui parfois sont très beaux. On va travailler sur des objets, des sens, la sensorialité. On va travailler sur le corps, c'est-à-dire tous les thèmes, toutes les thématiques sont vraiment abordées à travers ces ouvrages et qui sont parfois très bien présentés. Alors après, eh bien, il y a des créations qui sont très surprenantes et très belles. Par exemple, ici, on a un ouvrage, les zooptiques, c'est voir comment les animaux perçoivent et comment on va rentrer l'enfant dans la manière dont les animaux perçoivent le monde extérieur, avec des exemples, avec des pliages qui font que c'est quelque chose qui est très vivant, très sympathique. Quand l'enfant progresse, eh bien, on va lui reparler au niveau de l'anatomie. Et là, il y a des ouvrages d'anatomie pour des enfants et qui marchent très bien et qui sont très chouettes, avec des exemples qui sont donnés. Je vais vous donner avec des découpages très fins qui permettent aux enfants de comprendre progressivement comment les différents organes, etc., sont en place et comment, à partir de là, eh bien, son esprit scientifique, son envie de connaissance, eh bien, est mis en avant. Il y a des petits ouvrages également sur les robots avec des questions qui sont posées, des robots, alors des illustrations qui sont assez sympathiques, qui diffèrent, et puis des questions. Est-ce que les robots pensent? Est-ce que les robots rêvent? Etc. Donc des choses qui sont éminemment sympathiques et pour lesquelles, eh bien évidemment, on retrouve à travers la lecture de ces ouvrages des choses pour éveiller la curiosité des enfants. Enfin, eh bien, il y a des ouvrages plus complexes qui vont aborder directement les problèmes des inventions avec des questions. Est-ce qu'un enfant peut inventer des choses? Et ça, c'est superbe. Et on voit dans ce type d'ouvrage la manière dont on va présenter cette thématique. Et puis, ben voilà, c'est quasi infini. Il y en a énormément. Il y a des personnages, le professeur Astrocat,
les lois de la science, où on va aborder les lois de la science avec les enfants. C'est adapté, c'est un discours qui est adapté et on peut, en grandissant, aller vers des ouvrages donc, qui sont plus conseillés pour les à partir de 12-13 ans. L'histoire de la révolution numérique, où là on reprend toute l'histoire et on rentre dans des ouvrages qui sont beaucoup plus complexes. Par rapport à tout ça, eh bien, l'idée des auteurs, c'est toujours de soutenir, accompagner l'appétence pour le savoir chez le jeune enfant. Et puis, c'est vrai que intuitivement, quand on regarde ces ouvrages, eh bien, on retrouve beaucoup de choses de l'ordre des théories du développement qui sont réutilisées par derrière. Je ne peux pas m'empêcher d'aller vers l'idée selon laquelle la lecture de l'ouvrage, eh bien, on est dans un système qui est un système dynamique avec une interaction, une communication. C'est vrai que l'enfant peut lire ses livres seul, mais on est toujours dans une situation dans laquelle il est très attaché à l'interlocuteur. Et ça peut se voir à tout type de génération. Bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'idée suivante, que l'enfant est certes un scientifique, mais il n'est pas qu'un scientifique en devenir, c'est également un doux poète. Il y a énormément de choses et de livres qui sont non pas du tout sur l'esprit et la connaissance que l'on a du monde matériel, mais sur tout ce qui est de l'ordre du ressenti émotionnel, affectif, etc. Et il y a autant de livres dans un secteur que dans l'autre. Et ça, voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long.